aider son enfant à prendre soin de sa santé, de son corps, et donc finalement commencer déjà à prévenir les maladies chroniques qu'il pourrait avoir en vieillissant. Je trouve que ça fait partie du rôle de parents. On doit transmettre un peu de notre patrimoine culinaire, de nos traditions alimentaires et du savoir manger. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À votre santé, nouvel horaire. On parle de santé à l'horaire du déjeuner cette année et on prend soin bien de vous. Mon invité s'appelle Céline Richonnet. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes diététicienne, nutritionniste, pédiatrique et ingénieure en nutrition. Vous êtes spécialisée dans le comportement alimentaire de l'enfant depuis plus de 20 ans et vous êtes également coprésidente du Club européen des diététiciens de l'enfance. Vous, votre métier, c'est d'accompagner les parents en alimentation bienveillante pour construire le microbiote de leurs enfants. Et c'est ce dont on va parler ce matin à l'occasion de la sortie de votre livre qui s'appelle « Bien nourrir votre enfant pour un microbiote au top » aux éditions Marabout. Et quand on parle de microbiote, bientôt, bien sûr, on parle de microbiote intestinal. Absolument. Donc effectivement, il y a plusieurs microbiotes, mais celui qui nous intéresse, c'est le microbiote intestinal qui est logé dans le côlon. Ce qu'on appelait auparavant la flore intestinale, ou encore, ai-je appris dans votre livre flore commensale. Oui, commensale, ça veut dire qu'il mange à la même table que nous. Et c'est assez, je trouve ça assez poétique parce qu'effectivement, les bactéries, les micro-organismes qui sont à l'intérieur de notre intestin se nourrissent finalement de ce qu'on mange. Ouais. Et ils s'occupent de nos restes et en font quelque chose de positif pour notre santé. Bon, mais ça existait avant, le microbiote, sauf qu'on ne l'appelait pas de la même façon. Et même si on a l'impression aujourd'hui que c'est un sujet émergent. De révolution. Oui, de révolution. C'est juste le nom qui a changé et peut-être que c'est lui redonner un petit coup de boost. Vous dites que le microbiote intestinal doit être considéré comme un organe à part entière, c'est-à-dire qu'il a une fonction indispensable. Sans microbiote intestinal, il n'y a pas de vie finalement. On essaye en expérimentation sur des souris de faire grandir des animaux sans microbiote. Ces animaux-là, ils ont un comportement anxieux, ils n'ont aucune relation sociale, ils tombent malades, ils sont incapables de vivre à l'extérieur sans être allergiques, sans être malades. Donc chez nous, le microbiote intestinal, c'est vraiment ce qui nous aide dans l'ensemble de nos métabolismes au quotidien, de la digestion, de l'immunité et même la gestion de nos humeurs. Donc c'est vraiment un organe dont il faut prendre soin comme on prendrait soin de son cœur ou de son cerveau. Oui, c'est l'acteur clé de la santé. Et c'est vrai qu'au moment du Covid, on en a beaucoup parlé, notamment du rôle qu'il jouait dans le renforcement de l'immunité. Exactement, on a même pensé que peut-être les formes graves de Covid apparaissaient davantage chez des personnes qui auraient un microbiote en dysbiose, c'est-à-dire pas en équilibre, qui serait déjà faible et peu diversifié. Alors, c'est pas une certitude, on peut pas attribuer tous les cas tous les cas graves au microbiote, mais ça fait partie effectivement des pistes et des hypothèses. Et les fameuses barrières mises en place dans le microbiote. Il y avait une idée reçue qui circulait, qui disait que finalement, en termes de microbiote, tout se jouait avant 3 ans. Et dans votre livre, vous dites que c'est pas vrai. Exactement, il y a des nouvelles études. C'est pas si simple. Alors, clairement, la période cruciale, c'est toujours un peu les 1000 jours dont on parle beaucoup chez l'enfant. C'est-à-dire que déjà, à partir de la conception et pendant les 9 mois de grossesse, des choses commencent à se jouer et sont même très importantes pour préparer le microbiote de l'enfant à venir. Au moment de la naissance, c'est fondamental, il se passe aussi quelque chose de très important puisque c'est la naissance aussi du microbiote. Lorsque le bébé vient au monde, le microbiote commence à s'installer dès l'accouchement dans son intestin. Et alors attendez, parce que ça c'est intéressant, parce que l'étape de l'accouchement, il y a deux choses. Soit l'enfant naît par voie basse, comme on dit, soit il naît par césarienne. Et là, c'est pas la même chose au niveau du microbiote. Et non, c'est pas du tout la même chose. Alors, on n'a pas toujours le choix, et parfois les mères subissent entre guillemets une césarienne. C'est vraiment pas leur choix. Faut pas non plus culpabiliser, mais c'est vrai que la naissance par césarienne ne permet pas au bébé de bien inhaler et de bien être colonisé par le microbiote de sa mère. Parce qu'en fait, finalement, à l'intérieur du ventre, l'enfant est dans un milieu stérile et c'est au moment de l'accouchement, au moment de la rupture des membranes, il commence à y avoir une colonisation et c'est vraiment au moment de l'accouchement par voie basse qu'il y a colonisation de l'enfant par inhalation et par l'entrée de germes de la peau de sa maman, des germes vaginaux et des germes intestinaux. Alors, chez les mamans qui malheureusement sont obligées d'accoucher par césarienne, aujourd'hui il y a des techniques qui sont mises en place par certains hôpitaux, notamment des linges qu'on met en contact avec les sécrétions de la maman et qu'on fait suçoter au bébé dans les premières heures de sa naissance.
ça permet de restaurer un peu ce qui n'a pas pu se mettre en place transmis naturellement. Au moment de l'accouchement. Et puis après, alors, tous les hôpitaux ne le font pas, et c'est vraiment quelque chose qui doit rester dans le cadre médical. C'est pas quelque chose qui s'essaie à domicile, hein, je le précise. Après, si ce moment-là ne peut pas être vécu, il est très important de faire du pot à pot. L'allaitement en fait partie, mais aussi le pot à pot avec le père, parce qu'en fait, sur la peau, il y a aussi un microbiote. Exactement, qu'on cutané. transmet à son bébé. Ouais. Et à chaque baiser, à chaque câlin, à chaque toucher, même avec les frères et sœurs, même avec les animaux de compagnie, il y a une transmission de microbiote. Donc, quand il y a une naissance par césarienne, particulièrement, on peut recommander à la maman, d'allaiter, parce que ça va permettre d'augmenter la maturation du système immunitaire de l'enfant et de pallier un peu l'absence de colonisation finalement au moment de la naissance. Et puis aussi, de bien faire attention après au moment de la diversification alimentaire de son enfant pour essayer de donner un régime alimentaire qui aide le plus possible l'enfant qui n'a pas eu la chance de pouvoir profiter de la colonisation de sa maman à la naissance. Alors finalement, le microbiote, il est inné ou acquis ? Alors, il est clairement acquis. Il est clairement dans toutes les expériences de vie de l'enfant. Donc, l'alimentation reste le facteur le plus important. Mais comme je le disais, c'est aussi l'hygiène, c'est aussi le contact avec la nature, le contact avec les animaux, le contact aux autres qui vont construire le microbiote, votre microbiote, mon microbiote, finalement, sont le signe de toutes nos expériences de vie. C'est vraiment... et d'ailleurs, ils nous sont très personnels. Alors, on parlait de l'âge de 3 ans. Vous dites, aujourd'hui, ce qui est important, ce sont les fameux 1000 jours. Alors, tout le monde n'est pas forcément familiarisé avec ces fameux 1000 jours, puisque quand vous dites, on va de la conception, finalement, à l'âge de 3 ans, c'est-à-dire que tout commence bien avant. Hein. Est-ce que ça veut dire que, et c'est une des nouveautés de votre livre, la maman doit changer son alimentation au moment où elle pense avoir un enfant ou pas du tout ? Alors c'est vrai qu'il y a un chapitre qui est consacré en fait aux femmes en désir de grossesse. Idéalement, et déjà pour soi, j'ai envie de dire, même pour sa santé en tant que femme, idéalement, à l'approche d'un projet, enfin, quand on a un projet de grossesse, à l'approche d'une grossesse, on peut commencer à essayer de prendre un peu soin de son alimentation pour, je dirais, partir dans les meilleures conditions possibles, que ce soit en termes de poids. C'est toujours intéressant de ne pas partir avec trop de surpoids parce qu'on sait qu'on va prendre du poids pendant la grossesse. Donc, si on peut déjà partir avec un poids harmonieux, c'est quand même plus facile pour la suite. Et puis, on peut commencer à essayer de nourrir son microbiote en prenant l'habitude de manger un petit peu plus de fruits et légumes, en essayant, par exemple, des aliments fermentés qu'on n'a pas forcément l'habitude de consommer au quotidien, en essayant... Comme quoi, par exemple ? En aliments fermentés, oui. Le pain au levain. Alors, je suis une grande fan du pain au levain. C'est quelque chose qu'on trouve assez facilement dans finalement pas mal de boulangeries. Il suffit de dialoguer avec son boulanger. Il y en a quand même beaucoup qui le font. Le yaourt est quand même un aliment fermenté assez simple et assez quotidien qu'on connaît tous et qui peut être intéressant. La choucroute, ça c'est un peu plus original, je vous l'accorde, mais on n'y pense pas souvent. Mais il y a 2 écoles. Une choucroute de poisson, ça peut être vraiment assez bon et assez délicat. C'est un mets qui est quand même assez agréable. Et puis après... Alors si on est enceinte, pas trop de poisson fumé. Hein. Alors voilà, là je vous parlais donc effectivement quand on est en projet. Après, effectivement, pendant la grossesse, de toute façon, pendant la grossesse, j'ai envie de dire que les aliments fermentés qu'on n'a jamais consommés, je trouve que c'est pas le moment de commencer. Globalement, c'est pas le moment de s'hasarder à essayer des choses un peu nouvelles. Il faut rester sur des choses vraiment très sûres parce que c'est quand même une période où on est fragile et où on n'a pas forcément des goûts pour toutes ces choses-là. Mais en tout cas, quand on commence à préparer sa grossesse, au même titre qu'on dit aussi que le statut, par exemple, en vitamine B9 est important au moment où on tombe enceinte, déjà, c'est quelque chose qu'on peut préparer avant. Après, si on n'avait pas... C'est la vitamine de la grossesse. Ah bah complètement, elle est indispensable. Et si on n'avait pas prévu la grossesse et si on n'a pas anticipé tout ça, c'est pas très grave non plus, faut pas non plus se culpabiliser. Par contre, pendant sa grossesse, je pense qu'on a toujours su qu'il fallait bien manger. Enfin, ça c'est assez logique et c'est là où je trouve intéressant de manger pendant sa grossesse en pensant au microbiote qu'on va transmettre à son enfant. Ce que vous expliquez dans ce livre, et c'est ça qui est utile en fait, c'est que c'est aux parents de constituer le microbiote intestinal de leurs enfants. Oui, et je trouve que c'est à la fois... Ça fait partie de cette éducation, comme il y a l'éducation à plein de choses, on devrait avoir une éducation à manger. Exactement, à bien manger. En fait, ça fait partie des responsabilités. Ça met un peu de poids sur les épaules, presque des devoirs parentaux.
quand on éduque bien son enfant, on doit aussi lui donner les clés pour qu'il puisse prendre soin de sa santé. Le corps, c'est quand même ce dont on a besoin dans la vie pour pouvoir accomplir un tas de choses. Et donc, aider son enfant à prendre soin de sa santé, de son corps, et donc finalement commencer déjà à prévenir les maladies chroniques qu'il pourrait avoir en vieillissant. Je trouve que ça fait partie du rôle de parents. C'est quelque chose qu'on doit transmettre. On doit transmettre un peu de notre patrimoine culinaire, de nos traditions alimentaires et du savoir manger. Parce que finalement, on mange quand même 3 à 4 fois par jour, tous les jours. Donc on a maintes fois l'occasion de faire les choses bien et transmettre à son enfant des repères, des routines, des habitudes saines, c'est vraiment lui faire un cadeau pour la suite. Bien nourrir votre enfant pour un microbiote au top, c'est le titre du livre de mon invité qui s'appelle Céline Richonnet aux éditions Marabout, le microbiote, la star depuis quelques années en termes de santé. Quelles sont les grandes étapes qui constituent le microbiote chez l'enfant ? Alors en termes de colonisation, l'étape majeure, c'est vraiment le moment de l'accouchement. Ensuite, la période où on va faire le choix d'allaiter est une période aussi très importante pour installer le microbiote. La diversification alimentaire, qui donc apparaît généralement entre 4 et 6 mois. Là aussi, beaucoup de choses se jouent. Et puis, globalement, jusqu'aux 3 ans de l'enfant, là, on est vraiment dans les phases majeures d'installation du microbiote. Mais même encore par la suite, pendant toute l'enfance et même pendant l'adolescence, ça, c'est assez nouveau. On s'est rendu compte dans certaines études que le microbiote des enfants jusqu'à l'âge de 12, 13, 14 ans n'était toujours pas un microbiote adulte. Donc, c'est encore un microbiote en formation. Il n'est pas encore complètement stabilisé. Par contre, après, à partir de la puberté et globalement tout au long de la vie, le microbiote va être finalement assez stable. Ce qui va juste le faire varier, c'est les événements de vie, c'est-à-dire une grosse perte de poids, une prise d'antibiotiques, une période très stressante. Ça va modifier le microbiote. Mais en dehors de ces épisodes-là, une fois qu'on a installé un bon microbiote sain, c'est quelque chose qu'on garde avec soi toute sa vie et qui nous protège jusqu'à un temps plus âgé. Vous parliez de l'allaitement. Quels sont les bienfaits de l'allaitement ? Et dans votre livre, vous dites que finalement, quand on allaite un enfant, eh bien, le microbiote est moins diversifié. Pourquoi ? C'est quand même paradoxal. Oui, c'est assez paradoxal. On demande aux gens d'allaiter alors que c'est moins de diversification que ne serait peut-être autre chose. Eh bien parce qu'en fait, à cette étape-là précisément, de la naissance jusqu'aux 6 mois, avoir un microbiote peu diversifié, qui va être très riche en bifidobactéries, ce sont les bactéries qui en fait se nourrissent de certains éléments du lait maternel qu'on appelle les HMO, ce sont des oligosaccharides. C'est quelque chose que le corps ne peut pas digérer, donc le bébé ne peut pas digérer ces oligosaccharides, mais ces oligosaccharides qu'on trouve uniquement dans le lait maternel. C'est-à-dire que dans les laits de substitution, il n'y a pas ? Alors, dans les laits de substitution, depuis assez peu de temps, on va dire 2 ans, il y a des molécules qui miment les HMO maternels qui sont ajoutés. Et ça peut être intéressant, effectivement. Quand on regarde les études, les résultats sont assez intéressants, c'est-à-dire que les enfants qui sont allaités au biberon avec ce type de préparation ont un microbiote intestinal qui est plus proche du microbiote intestinal des enfants allaités au sein que les enfants qui prennent d'autres formules. Donc, c'est assez prometteur, mais c'est pas exactement pareil. Parce que vraiment, dans le lait maternel, il y a une multiplicité d'éléments bioactifs qui se complètent, qui se coordonnent pour vraiment agir efficacement sur le microbiote de l'enfant. Et vraiment, l'allaitement, c'est la phase, je dirais presque la plus importante dans la vie humaine pour vraiment installer un très bon microbiote. Et on parlait tout à l'heure du mode d'accouchement. Le fait d'être né par césarienne peut être en partie comblé si on allaite bien son bébé et si on essaie de l'allaiter un petit peu longtemps, c'est-à-dire... D'accord. Alors au moins 6 mois ? Ah, et alors là, idéalement, mais disons déjà 3 mois et demi jusqu'à la reprise du travail, c'est déjà très très bien. Et idéalement, de continuer effectivement jusqu'à 6 mois. Ou jusqu'à 2 ans, jusqu'au sevrage. Alors là, royal, même après la diversification, c'est formidable. Mais bon, après, voilà, chaque mère fait ce qu'elle peut. Mais en tout cas, oui, évidemment, idéalement jusqu'à 2 ans. Alors là, parfait. Bon, alors, pour qu'on comprenne bien quel est le rôle du microbiote chez l'enfant, quoi ça sert ? Donc, le microbiote, globalement... je vais peut-être revenir déjà à l'adulte. Le microbiote aide à la digestion, ça c'est une chose très importante, et va protéger contre un certain nombre de pathologies qu'on va retrouver aussi à l'âge adulte. Donc l'apparition du surpoids, de l'obésité, du diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires,
tout ça, il y a vraiment, depuis 2006 à peu près, on connaît mieux le microbiote intestinal parce qu'on a des nouvelles technologies qui nous permettent vraiment de séquencer le génome du microbiote, c'est-à-dire d'être capable de vraiment identifier l'ensemble des micro-organismes qui constituent la flore intestinale, comme on l'appelait avant. Et on voit maintenant, grâce à ces méthodes, on peut voir vraiment des corrélations entre certaines pathologies, leur apparition, donc surpoids, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, etc., et des profils de microbiote qu'on va retrouver chez les différentes personnes. Donc déjà, construire un microbiote sain chez l'enfant, c'est préparer un petit peu toute cette suite, tous ces risques de maladies chroniques. Et en gros, il y a combien de familles, si on devait, sans les citer toutes, dans le micro, qui sont importantes qui sont importantes, je ne saurais pas vraiment vous... En fait, aujourd'hui, on sait même pas encore, on n'a pas encore tout screené, mais globalement, on a à peu près 1000 familles différentes de bactéries. Voilà. Alors après, dans le microbiote, on va avoir aussi des levures, des champignons, des virus. C'est vraiment tout un petit écosystème. Il y a plein de et c'est un équilibre. C'est comme une petite ville. Vraiment, il y a une petite cité où les choses doivent être en équilibre. Et ça pèse combien, on sait ? Alors, chez les adultes, on pense que c'est entre 1,4 kg et 2 kg. D'accord. Et il est situé où, alors, physiquement, là, géographiquement, le microbiote ? Vraiment dans le côlon. Partie terminale de l'intestin. On a du microbiote dans la bouche, on a du microbiote déjà dans l'œsophage, on a même un microbiote au niveau de l'estomac, pourtant en milieu très acide. Alors, c'est pas du tout le même et il est vraiment beaucoup moins abondant. Mais voilà, on en trouve à chaque étape, même dans l'intestin grêle. Mais le microbiote intestinal, celui qui nous intéresse vraiment, c'est celui du côlon. Alors, le rôle donc du microbiote chez l'enfant. Exactement, chez l'enfant. Donc là où on voit des choses très très intéressantes, c'est notamment donc sur la digestion. Donc ça veut dire les maux de ventre, la constipation, la diarrhée et surtout les maux de ventre qui sont souvent des maux fonctionnels et même les coliques du nourrisson, on peut vraiment les attribuer en grande partie à un microbiote qui peut être avec une dysbiose qui n'est pas bien équilibrée. Alors vous en parlez dans votre livre, mais là vous allez arranger les parents. Mais qu'est-ce qu'on fait pour limiter justement ces incidents ? Alors, pour ces incidents-là, est-ce qu'on sait ce qu'on peut faire ? Parce que les parents, on peut agir effectivement. Ça fait des nuits sans dormir, ça. C'est énorme. Les coliques, c'est à peu près tous les nourrissons, et il y a vraiment un rapport avec l'installation de ce fameux microbiote. Imaginez un intestin qui est complètement vierge et qui doit se retrouver colonisé avec des centaines de bactéries, d'espèces de bactéries différentes. Donc, les coliques, vraiment, c'est un moment très important où on peut aider son bébé, notamment. Le lait maternel est important et ce qu'on va manger dans son lait maternel, enfin ce qu'on va manger pendant qu'on allaite est aussi très important. On recommande parfois de diminuer un petit peu les quantités de produits laitiers et avoir aussi une alimentation diversifiée avec des fruits, des légumes et essayer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant qu'on allaite, on transmet à son bébé des goûts et des saveurs qu'il va pouvoir retrouver plus tard. Et donc en tant que maman, il faut manger un peu épicé, il faut manger vraiment des plats qui nous sont coutumiers, il faut essayer des herbes, des aromates, des épices, de l'ail, de l'oignon, des échalotes, etc. En faisant tout ça, on va éduquer déjà le palais de son bébé. Bon, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que pour la colique, il n'y a pas de miracle. C'est un passage obligé. C'est un passage obligé, évidemment. Je donne dans mon livre des conseils pour le massage bébé. C'est quelque chose que je recommande beaucoup, de masser son enfant, de masser le ventre de son enfant. Alors, pas juste après l'allaitement parce que le ventre plein c'est très désagréable et pas en pleine crise de colique quand l'enfant est très agité et très nerveux, ce n'est évidemment pas le bon moment, mais dans des temps calmes, après le bain notamment, en général l'enfant est très détendu dans la moiteur et la chaleur de la salle de bain. Masser son enfant et notamment masser le ventre de son enfant, et j'explique comment dans le livre, c'est très important pour la construction de la relation entre le parent et son enfant. C'est vraiment un élément qui ça a été même démontré scientifiquement, va faire sécréter à l'enfant un certain nombre d'éléments positifs, ça le comble vraiment émotionnellement, ça permet de regarder aussi son enfant dans les yeux, et ce contact, ça donne à l'enfant un sentiment de sécurité et un sentiment de protection. Donc j'invite vraiment les parents dans cette période très complexe à masser leur enfant pour créer le contact et pour aider la digestion en ayant vraiment des mouvements qui participent au péristaltisme de l'intestin. Alors, vous dites même que le microbiote semble jouer un rôle dans la survenue du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, mais plus globalement sur les humeurs et les comportements des enfants. Pourquoi ? Alors, on parle souvent du de l'intestin comme le deuxième cerveau, et effectivement, ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est qu'au niveau de l'intestin, il y a
un tas de neurones très importants, et il y a un axe entre le cerveau et l'intestin qui communiquent en permanence toute la journée. Et au-delà de ça, 80% des neurones sont afférents de l'intestin vers le cerveau. C'est-à-dire que c'est pas le cerveau qui dicte à l'intestin quoi faire, c'est dans la majorité des cas l'intestin qui envoie des informations au cerveau sur ce qui se passe, sur comment il se sent, est-ce qu'il a trop mangé, pas assez, etc. Et en fait, ce qui est aussi intéressant d'avoir en tête, c'est que la majorité des neurotransmetteurs sont sécrétés au niveau de l'intestin. Quand je parle de neurotransmetteurs, je parle par exemple de sérotonine. La sérotonine, c'est le neurotransmetteur du bonheur, de l'apaisement, du sommeil, de la joie. Typiquement, la sérotonine est majoritairement sécrétée au niveau de l'intestin. Je pense aussi à la noradrénaline, qui est un neurotransmetteur qui va permettre d'être bien concentré et qui va aider à l'apprentissage, par exemple, quand on a un peu peur, quand on essaye quelque chose pour la première fois, quand on arrive dans la classe, tiens, c'est la rentrée bientôt, pour le premier jour. Ce neurotransmetteur-là, il aide à avoir un peu cette pulsion d'apprendre parce qu'on est un peu en situation de stress. Et puis, il y a un tas de neurotransmetteurs qui agissent également sur nos humeurs, qui sont sécrétés au niveau de l'intestin. Et il y a beaucoup d'études chez la souris qui ont montré que quand les souris ont un microbiote très affaibli, avec peu de variété ou une très petite quantité, elles ont un comportement social qui n'est pas normal. Elles sont généralement beaucoup plus peureuses, elles sont moins aventureuses, elles vont moins aller explorer autour d'elles et elles peuvent avoir des relations sociales qui sont complexes. Soit elles sont très intimidées, très renfermées en dehors de la sociabilisation avec les autres, soit elles sont agressives. Et ce sont des choses qu'on commence à penser dans l'humeur et le comportement des enfants. Suivant le profil de microbiote, cela pourrait influencer évidemment notre cerveau, cela influence notre cerveau et ça va influencer nos comportements, notre façon d'être avec les autres, nos façons de ressentir aussi les émotions. Il y avait une étude intéressante en Angleterre sur des adolescents, donc c'était un petit peu plus âgé, mais qui montrait que les adolescents qui avaient une forte dysbiose, qui avaient une mauvaise alimentation et donc on avait regardé leur microbiote. La dysbiose pour tout le monde, c'est un déséquilibre du microbiote. Quand toute cette petite communauté n'est plus en équilibre, il y a trop de certaines espèces, pas assez d'autres, et notamment pas assez de bonnes bactéries. Et dans ce contexte de dysbiose, on mettait ces jeunes face à un certain nombre d'informations et on se rendait compte que ceux qui avaient un microbiote appauvri, avec une faible diversité et avec pas assez de bonnes bactéries, ils ne retenaient que les informations négatives. Ils focalisaient sur le négatif. Ils n'arrivaient pas à ressourcer, entre guillemets, leur cerveau sur des choses positives. Et donc, il y a énormément de travaux qui sont en cours en ce moment. On parle aussi de psychobiotiques, c'est-à-dire des interventions où on donnerait des probiotiques pour aider les personnes qui se sentent un peu déprimées. C'est un peu récent, ça. C'est anxio-dépressif. On parle des psychobiotiques. C'est assez nouveau. Mais quel statut ça a ? C'est des compléments alimentaires ? Ce sera des compléments alimentaires, exactement. Comme d'une prise de probiotiques aujourd'hui. Comme, vous savez, quand on prend de l'ultra-levure, par exemple, avec des antibiotiques, c'est des choses qui se vendent sans ordonnance et qui sont consommées en complément alimentaire. Intéressant, c'est le rôle du microbiote et des allergies. Pourquoi ? Alors, parce que depuis une 50aine d'années, on a une prévalence de l'allergie qui est absolument incroyable. Et alors, on s'est déjà aperçu que les enfants qui étaient dans des milieux urbains étaient beaucoup plus touchés que les enfants qui grandissaient en milieu rural ou en milieu agricole. Pourtant, on peut se dire qu'en milieu agricole et rural, l'environnement contient beaucoup plus de bactéries, de germes, et d'éléments qui pourraient donner à avoir des réactions. Et alors, en fait, ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que le microbiote participe à l'éducation du système immunitaire. C'est-à-dire que déjà dans le ventre de la mère, le microbiote de la mère, et ensuite à la naissance, la mise en exposition avec tout un tas d'éléments autour de soi, et donc le fait de se confronter à des microbes, que ce soit de bonnes bactéries, comme des microbes aussi ramenés par les frères et sœurs de l'école, par exemple, quand on est dans une fratrie, ça va éduquer le système immunitaire à travers le microbiote, à savoir gérer la situation. Ce que j'appelle gérer la situation, c'est savoir écarter les bactéries pathogènes et avoir une réaction immunitaire offensive pour se défendre, mais savoir être juste, avoir une réaction mesurée. Parce que finalement, l'allergie, c'est quoi ? C'est une réaction disproportionnée à des éléments de l'environnement qu'on côtoie, mais qu'on n'a peut-être pas assez côtoyé quand on était jeune. Et donc, le fait d'être exposé,
permet vraiment d'éduquer, d'ajuster le système immunitaire à une réaction qui soit suffisante, correcte, mais pas... Oui, l'hygiénisme tel qu'il s'est développé depuis quelques années n'est pas forcément bon, justement, pour le microbiote. Non, et en plus, c'est un vrai sujet, je trouve, depuis le Covid. Mais ouais. oui, on passe notre vie à mettre du gel hydroalcoolique. Je ne dis pas que c'est pas bien, c'est très bien de se laver les mains. Alors, il y a cette question, c'est pas vraiment la même chose que de se laver les mains et que de se passer les mains au gel hydroalcoolique. Exactement. Ce qu'on dit en termes de... Vous parliez très bien de la théorie hygiéniste, c'est un concept qu'on connaît quand même depuis les années 1989 à peu près. C'est pas nouveau. Ce qu'on pense, c'est qu'effectivement, à force d'aseptiser autour de nous toutes les surfaces, et alors maintenant il y a même des produits pour le linge, enfin vraiment tout est aux produits sanitaires, mais finalement on n'est plus assez en contact avec des germes. Les bébés dans leurs toutes premières semaines ne sont plus assez au contact de microbes, et donc le jour où ils se retrouvent face aux microbes, le corps ne sait plus gérer. On parle de la construction du microbiote intestinal de nos enfants avec Céline Richonnet qui est avec nous. Je rappelle que vous êtes diététicienne nutritionniste pédiatrique, vous êtes ingénieur en nutrition, spécialiste du comportement alimentaire de l'enfant depuis plus de 20 ans et que vous êtes coprésidente du Club européen des diététiciens de l'enfance et que vous accompagnez tous les jours des parents dans la diversification alimentaire, et c'est pas toujours facile puisqu'il y a des moments où les enfants n'acceptent plus de nouveaux aliments. On a vu le rôle du microbiote chez l'enfant. Il y a encore beaucoup d'autres rôles. Comment est-ce qu'on doit gérer la période de la diversification alimentaire? Elle intervient à quel moment? Alors la diversification alimentaire, on la recommande vraiment entre 4 et 6 mois. D'un point de vue strictement microbiotique, 5 mois est franchement suffisant. 4 mois, c'est assez tôt. Si on commence à 4 mois et demi, presque 5 mois, c'est déjà très bien. C'est une période où on va venir faire goûter surtout des légumes en premier et des fruits. On commence par les légumes. On commence par les légumes. On commence toujours par les légumes. Généralement, on commence par des légumes très faciles à digérer. Courgettes, haricots verts, potirons, ça vraiment pour moi c'est le trio de tête. Et ensuite on va aller vers des recettes des légumes déjà un peu plus difficiles à digérer et des recettes plus complexes. On commence un par un et avec aucune adjonction de sel surtout. On rajoute rien. On rajoute simplement de l'huile parce que le cerveau de l'enfant a énormément besoin de bons acides gras pour se construire. C'est vraiment fondamental. La relation entre le bon gras et les performances scolaires, les performances cognitives, c'est extrêmement bien démontré. Le cerveau a besoin de gras. Ça, absolument. C'est la base. C'est la base, exactement. Alors, chez nous, on recommande souvent aux adultes de limiter les graisses, mais chez l'enfant, surtout pas. Par contre, des graisses de bonne qualité, c'est-à-dire des huiles de colza, de noix, de noisettes, de lin. Je parle pas d'acides gras saturés. Est-ce que l'enfant va aimer l'huile d'olive ou est-ce que peut-être un peu raide pour lui? On peut essayer. On peut essayer, vraiment. Il ne faut pas hésiter à essayer. On est souvent étonné de la capacité, la résilience et de la capacité des enfants à goûter à un certain nombre de choses. Dans mon livre, je donne par exemple des recettes qui sont pendant la diversification alimentaire. Alors, pas les premiers jours, mais à partir de 10 mois, moi je recommande de mettre des aromates, de mettre du persil, de mettre des échalotes, de mettre des oignons en petite quantité évidemment. Mais on peut commencer à donner de la coriandre, etc. Des choses qui vont donner du goût. Le curcuma par exemple, qui est très à la mode. Qui est très à la mode, effectivement. Et qui, on met ou pas? On peut mettre, oui, vraiment. Vraiment, on peut mettre. Finalement, c'est le sel qui est vraiment à limiter. C'est pour ça qu'on ne va pas donner tout de suite le plat de la famille, parce que souvent, c'est trop salé. Mais par contre, les épices, etc., il ne faut pas que ça soit douloureux. Enfin, je ne parle pas de choses trop difficiles. Mais de donner du goût aux aliments, c'est vraiment très bon. Et en plus, on sait que dans beaucoup d'herbes et d'aromates, il y a des polyphénols qui ont un rôle prébiotique, c'est-à-dire qui viennent nourrir la flore intestinale. Donc c'est encore meilleur pour le microbiote de rajouter ces petits éléments. Alors vous nous conseillez de manger en arc-en-ciel, eat a rainbow. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire manger des couleurs différentes. Ça veut dire essayer de varier. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une phase normale entre 2 et 7 ans qui s'appelle la néophobie alimentaire, qui est quelque chose qu'on a hérité de nos ancêtres et qui était très protecteur. Heureusement que les enfants, à l'époque de la préhistoire, n'aimaient pas les choses amères, n'aimaient pas globalement tout ce qui était dans la terre et qui était un peu inconnu, et qui était peu dense en énergie, parce qu'à l'époque, ils avaient besoin d'avoir beaucoup de calories pour survivre, pour le froid, etc. Donc, c'est quelque chose dont on a hérité et dont on doit faire avec, et c'est vraiment une phase tout à fait normale. Et on dit aussi que c'est une phase importante de la
la construction de l'enfant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au début, il se pose aucune question, il ingère ce qu'on lui donne. Et puis, dès l'âge de 2 ans, il commence à se dire ça se mange autour de moi, mais est-ce que moi je le mange? Et finalement, c'est identitaire. C'est très important dans la construction, dans le rapport aux parents et dans l'acceptation après de ce qui est bon pour moi en tant que petit individu. Mais est-ce qu'il peut rejeter à ce moment-là quelque chose qu'il aimait précédemment? Complètement. Ah oui. Il n'y a pas de règle. Il peut tout rejeter. Alors, c'est normal. Après, là où ça devient inquiétant, c'est si on a une cassure de la courbe de croissance ou si vraiment on a un enfant qui refuse, par exemple, tous les morceaux. Là, je vous dis à partir de 2 ans, un enfant qui refuse les morceaux, un enfant qui ne mange vraiment aucun légume. Il y a aussi des enfants qui mangent uniquement blanc, etc. Ça peut être un trouble alimentaire pédiatrique. Et là, ça peut être intéressant d'en parler avec son pédiatre ou de consulter un diététicien qui est spécialisé dans ces troubles-là. C'est 1 à 5% de la population, donc c'est pas la majorité. Par contre, des difficultés à accepter les nouveautés et un rejet des légumes, alors là, c'est 7 enfants sur 10, c'est vraiment normal. C'est pas la peine de rentrer en tension et de disputer l'enfant. Surtout, on rentre pas dans un rapport où on promet... Fais plaisir à papa, maman, t'auras 2 fois plus de glace au chocolat. Surtout pas, c'est ça. Pas de chantage. Pas de chantage affectif. Non, et pas d'aliments cadeaux. Parce que sinon, vous imaginez bien que ça encense encore plus la glace ou le biscuit qui est promis en dessert. Oui, mais après, vous avez des parents qui, de toute façon, ils aiment que les frites et les pâtes. Et on entend ça. On l'entend tout à fait. J'aurais tendance à dire que, donc, en dehors des troubles alimentaires pédiatriques qui concernent vraiment très peu d'enfants, on trouve toujours quelque chose qui est accepté. Une tomate, les tomates cerises, enfin vous voyez des choses qui peuvent être un peu ludiques, qui se mangent avec les doigts, des petits morceaux, des petites carottes, des petits bâtonnets de carottes, des radis, donc du cru, du cuit, une soupe parfois. Vous savez que dans les écoles en France, on donne beaucoup de soupes en entrée à partir du mois d'octobre, et c'est très étonnant de voir à quel point elles sont consommées. Alors que parfois, en plus c'est ça qui est compliqué, c'est que parfois il y a des choses qui ne sont pas mangées à la maison, mais qui sont très bonnes. Mais il ne faut pas mâcher en fait, ça s'avale. Voilà, alors... Évidemment, c'est mieux de croquer, mais vaut mieux ça qu'une entrée qui soit un feuilleté. Vous voyez, faut aussi choisir. Vous êtes pour la réhabilitation de l'entrée crudité. Vous êtes très chariot de crudité. Ah ouais, je suis un peu à l'ancienne. Je trouve ça dommage de simplifier les repas comme on le fait. C'est le plat unique, la grosse salade, le plat unique. Ouais. Moi, en général, c'est le gros plat, c'est pas une grosse salade, c'est le gros plat de lasagne. Oui, en fait, je trouve que de remettre une entrée, vous savez, l'entrée, c'est le moment où on arrive avec de l'appétit. Donc, il y a un certain entrain. Ça va apporter des fibres et puis après quoi que vous mangiez après, vous avez déjà mangé une portion de fruits et légumes, donc je trouve ça très bien de réhabiliter effectivement l'entrée. En dessert, c'est pareil, on peut essayer de mettre des fruits, c'est quand même... on sait par exemple, je trouve ça toujours intéressant, ça donne aussi une grosse responsabilité, mais le mimétisme de l'enfant avec ce que font ses parents. Si en tant que parent, vous installez au quotidien une corbeille de fruits, des fruits en dessert, et que vous-même vous montrez l'exemple, en fait, ça va s'installer sans même en parler. Vous voyez, c'est un peu naturel. Il n'y a pas d'enjeu. Les enfants sont des éponges, en fait. Profitons-en pour transmettre quelque chose de positif. Alors, on ne peut pas être toujours parfait. Je veux pas mettre de pression excessive sur les épaules des parents. Mais en tout cas, pensons-y, parce qu'effectivement, ce sont des éponges à nos propres comportements. Donc, on peut essayer de montrer des choses positives. C'est bon pour notre santé, c'est bon pour notre poids. Et puis, ça transmet des bonnes habitudes. Qu'est-ce que vous appelez la DME ? La diversification menée par l'enfant? Alors ça, c'est quelque chose qui a un courant qui est assez en augmentation ces dernières années. Ça vient des États-Unis. C'est une façon de diversifier l'enfant où l'enfant mange des morceaux directement. On fait plus de purée. Oui, on écrase, on fait. On écrase à peine. C'est quoi? C'est pas l'écrasé de pommes de terre? Ah non, même pas. On fait cuire des tronçons d'aliments. Vraiment cuit bien moelleux, il faut pouvoir l'écraser avec le doigt et on donne à l'enfant et c'est l'enfant qui décide par lui-même les quantités qu'il mange et qu'il il pioche. Alors il se salit et ça c'est pas grave. Alors pour le coup qu'il se salisse, je trouve que c'est très bien. Et le fait de toucher les aliments, de les mettre à la bouche, de se salir, etc. c'est extrêmement important pour le comportement alimentaire futur de l'enfant. La majorité des néophobies dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire des résistances au fait de manger, sont souvent apportés par le fait de ne pas avoir assez tripatouillé. Encore une fois, ça c'est quelque chose qui est hérité de nos ancêtres. L'enfant a besoin de s'approprier les choses, de les toucher, de les écraser, de les mettre à la bouche, d'en mettre un peu partout. Et de les jeter sur les gens parfois. Et de les jeter sur le sol et les gens aussi. Ça, ça fait partie du... Bah oui, ça dure pas longtemps. Non, mais ça c'est... Faut tenir, il faut se salir. Il faut que les enfants se salissent. Il faut se salir, il faut le savoir. C'est juste une étape et ça ne va pas toujours durer.
Deux choses, les pâtes sont l'ennemi du microbiote et puis un autre ennemi. Alors c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, mais paradoxalement la nourriture est de plus en plus sucrée. Le sucre est un ennemi du microbiote. Ouais, le sucre vraiment, c'est dans l'alimentation de l'enfant, j'ai envie de dire, pour moi, c'est presque le pire ennemi parce que l'alimentation de l'enfant est beaucoup plus sucrée finalement que l'alimentation de l'adulte en proportion. C'est absolument énorme. On a des chiffres de l'ANSES qui datent de 2019 qui nous montrent que 75% des enfants ont des apports en sucre excessifs. C'est énorme. Et ces fameuses compotes, là, vous savez, qu'on donne à goûter aux enfants, à avaler avec la petite tétine, les parents trouvent ça super pratique en plus. Mais alors, il y a des recettes sans sucre ajouté. Donc, si c'est juste le sucre des fruits. Sans sucre ajouté, ouais. Non, il y a vraiment des recettes, la majorité des recettes sont sans sucre ajouté. Par contre, c'est évidemment du sans sucre ajouté. Il y a, de toute façon, généralement, jusqu'à 3 ans, il n'y a pas vraiment de raison de donner du sucre ajouté aux enfants. On pourrait tout à fait leur donner uniquement le goût des choses sans sucre. Et le laitage, et ça, je veux le dire, la première fois qu'on donne un laitage à un enfant, c'est un laitage non sucré. Et alors, on essaye de ne pas faire une tête comme ça sur l'aigreur du yaourt que nous, on n'arrive peut-être plus pour certains à consommer sans sucre. Mais il n'y a vraiment aucune raison de donner du sucre à l'enfant jusqu'à 3 ans. Le sucre, moi, le combat que je trouve le plus important, c'est surtout le sucre sous forme liquide. Donc, ça va être tous les sodas, les thés glacés, toutes les boissons aux fruits pour enfants qui apportent du sucre en plus sous format liquide, donc qui va passer encore plus vite, qui a un index glycémique supérieur au sucre qui va être dans un aliment. Les sodas, les thés glacés, tout ça, c'est uniquement pendant les fêtes, pour les apéritifs, pour les fêtes d'anniversaire ou tout autre événement familial. Il y a aussi les céréales pour le petit déjeuner qui sont hyper glycémiantes. Et tous les chocolats pour les petits déjeuners qui sont quand même... Les poudres de chocolat. Les poudres de chocolat sont quand même très... Hyper sucrées. Ouais. C'est hyper sucré. Alors après, ça permet de faire boire du lait. On peut essayer de le faire un peu plus clair. On peut essayer aussi, quand on a un peu de temps le week-end, de faire fondre du chocolat. C'est quand même... Enfin, franchement, génial. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. On fait fondre du chocolat dans la casserole, un coup de fouet, et c'est du vrai chocolat chaud. C'est quand même meilleur en goût. Donc effectivement. Et les céréales pour le petit déjeuner, vous avez raison. Les offres pour enfants sont particulièrement sucrées, beaucoup plus que les offres pour adultes. Évidemment, comme beaucoup de produits, chez l'enfant, on matraque en sucre, alors que c'est exactement le moment dans la vie où on est en train d'installer son microbiote et où on a besoin justement de pas le polluer avec du sucre. Mais pourtant, c'est effectivement, le choix des aliments est compliqué, et sans rentrer dans des grandes choses complexes, en d'autres packs, on a souvent un tableau nutritionnel avec dont sucre. Cette ligne-là, s'il y a une seule chose à lire, enfin avec la liste d'ingrédients, je trouve quand même c'est intéressant de regarder les listes d'ingrédients pour pas avoir des listes à rallonge avec beaucoup d'additifs, mais cette ligne dont sucre, ça peut permettre de comparer entre 2 paquets de biscuits par exemple. Et puis il y a aussi le Nutri-Score qu'on a en France, qui est un algorithme qui permet d'évaluer la qualité nutritionnelle des aliments et qui peut permettre déjà de guider, voilà, A et B, c'est toujours mieux que D et E. Je voudrais terminer, parce que le Nutri-Score, c'est un vrai débat. C'est un débat. C'est un débat. Il n'est pas parfait. Voilà, mais je trouve que ça peut aider quand même. Donc, on ne va pas rentrer maintenant, parce que je voudrais juste parler d'acné pour terminer. Les ados ont parfois des peaux à tendance acnéique. Quel est le lien avec le microbiote ? Alors déjà, on s'est aperçu que dans les populations rurales et dans les pays qui ne sont pas développés, il n'y a pas d'acné. Et en fait, l'acné, on pense vraiment qu'elle serait liée aux polluants apportés par notre environnement et notamment par notre alimentation. Donc ça va être majoritairement lié aux aliments ultra transformés, donc à des apports en additifs importants. Ça peut être des pollutions aussi autour de nous, des métaux lourds, du chlore, etc. Donc c'est vraiment lié à l'exposition des jeunes à un certain nombre d'éléments et notamment aussi aux graisses saturées. Donc les matières grasses qu'on va retrouver dans les viandes de mauvaise qualité. Donc je pense aux nuggets, je pense aux saucisses de volaille, aux panés, aux poulets frits, etc. Les ados aiment bien cette catégorie d'aliments. C'est même leur alimentation, on va dire... exclusive. Oui, principale. Et c'est là où, en tant que parent, on a un rôle. Alors évidemment, c'est de toute façon. Alors en plus, au niveau alimentaire, l'adolescence est une période d'opposition qui, encore une fois, est normale. Je tiens à rassurer vraiment, il y a des études qui montrent assez bien que finalement, quand même, tout ce qu'on a transmis avant, ça se perd à un moment, mais ça revient souvent après. Il faut aller transgresser, mais ça ne veut pas dire qu'après, les habitudes ne vont pas revenir. Il faut laisser transgresser. Après... chez les ados, je trouve qu'il faut trouver aussi l'accroche. C'est-à-dire qu'il y a des adolescents, si on leur parle de microbiote, globalement, ils ne sont pas du tout intéressés par ces sujets et c'est bien normal. Ils ont plein d'autres choses à penser. Par contre, parfois, les accroches, ça va être le poids, des petits problèmes de poids qui commencent à apparaître.
les problèmes d'acné. Non, je vous parlais de l'acné parce que ça c'est vraiment un problème. Je peux vous dire. C'est vraiment un sujet. C'est un sujet. C'est 8 ados sur 10 qui sont exposés à ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est terrible. Et dans le livre, je donne pas mal de conseils pour essayer d'accompagner l'ado. Voilà, bon. Mais oui, bon, c'est ça qu'il faut. Il y a des alternatives naturelles. Exactement. Voilà. Alors, il y a parfois besoin de traitements médicamenteux, mais on peut essayer avant de dépolluer entre guillemets un petit peu l'alimentation des ados avec je donne des astuces pour des choses assez simples pour les aider. Ils peuvent continuer à aller au fast-food, mais peut-être se dire, allez, on prend frites, on prend hamburger, on prend dessert, mais on prend pas dans ce cas-là, on prend pas de boisson sucrée ou on prend pas de dessert. Enfin, leur donner des petites astuces. Essayer aussi de mettre à disposition autour d'eux des choses saines, parce que finalement, les ados souvent se servent un peu de ce qu'il y a quand ils sont à la maison. Souvent, quand ils sont pas là, ils se font réchauffer ce qu'on a préparé. Donc, c'est aussi mettre à disposition des choses qui sont plus saines. Et je donne, un certain nombre d'astuces dans le livre pour penser, aux tomates cerises, aux amandes, aux noix. Ça, c'est quelque chose finalement d'assez simple et qui sont en général très appréciés des ados. Par contre, il faut que ça soit un peu sous leurs yeux, sinon ils n'y pensent pas forcément. Qui est l'inventeur de ces fameuses tomates cerises ? Je ne sais pas. Je sais pas. Nous, quand on était jeunes, ça n'existait pas, les tomates cerises. Elles étaient toutes grosses et moches. Et maintenant, il y a la tomate cerise. Alors là, c'est toutes les vertus. Et tout le monde aime les tomates cerises. C'est pratique. J'ai l'impression que ça peut permettre de draguer un peu les ados. Celui qui a inventé ça, c'est un génie. J'espère qu'il a déposé. J'espère qu'il a. Et puis maintenant, il y a différentes familles de cerises. On recherchera l'information. C'est passionnant. Votre livre s'appelle Bien nourrir votre enfant pour un microbiote au top aux éditions Marabout. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Voilà. Et puis, je vous dis une très belle journée santé sur Beurre FM.